Hmm. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission de Derrière le voile. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Gérard Longuet. Bonjour Gérard. Bonjour Ludovic et bonjour à tous et à toutes. Alors Gérard, avant qu'on refasse un peu une rétrospective de tout ton parcours de vie, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui vont te regarder, les gens de la communauté qui ne te connaissent pas encore? Alors au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore changé de nom, je m'appelle toujours Gérard Longuet, même si c'est un nom qui n'est pas forcément très vendeur pour ceux qui s'intéressent à la politique. Je n'ai pas de lien de parenté évidemment avec cette personne. Au jour d'aujourd'hui, je vis dans le sud de la France depuis une vingtaine d'années, où j'exerce le plus clair de mon temps la profession d'ostéopathe. Alors, pour clarifier peut-être tout de suite une petite chose qui peut paraître bizarre, on peut se demander pourquoi derrière moi il y a un cerf blanc, enfin un renne exactement, et un paysage de neige. Je ne suis pas en Laponie, mais je suis bien dans le sud de la France. Hmm. Bon, on y reviendra à la fin de pourquoi il y Voilà. a un renne derrière toi. Donc, juste peut-être ajouter qu'au-delà de mon métier d'ostéopathe, qui est le cœur, je dirais, de mon activité, l'essentiel de mon engagement est autour de la spiritualité, de l'ouverture de la conscience, de redonner du sens à la fois pour les personnes et aussi pour, je dirais, les projets qu'on peut avoir tous les uns les autres. Et tout ça, bah, ça m'occupe 24 heures sur 24, quoi. Hmm. Voilà. Ouais, on pourrait résumer, tu es une sorte d'accompagnant guérisseur, thérapeute. Parce que... Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse au départ, j'ai un passif de sportif déjà de bon niveau. Donc, j'ai pendant des années été très surpris de constater que mes collègues, moi, je faisais de l'athlétisme, je courais, je faisais des crosses. Enfin, à l'époque où j'imaginais que la compétition avait encore du sens. Et donc, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est de constater que mes collègues souffraient dans leur corps. C'est-à-dire qu'ils faisaient mal, ils avaient des maux divers et variés, soit qui les empêchaient de courir ou qui les empêchaient simplement de vivre. Et moi, ça me frappait parce que je j'ai jamais mal nulle part, je suis toujours en forme physique, j'ai une énergie corporelle, physique assez hors du commun, je dirais, enfin sans exagérer, mais voilà, je suis jamais malade, je n'ai jamais de problème particulier. Et c'est de cette prise de conscience-là que je suis parti. J'ai eu envie d'aider les autres au niveau physique, déjà. Donc, je suis parti de là. Et ensuite, évidemment, comme mes rencontres, je pense qu'on prendra le temps d'évoquer ça. Hmm. À travers le temps, sont venus enrichir juste ce niveau d'incarnation, mettre de la lumière, mettre de la compréhension sur tout ça. Effectivement, je suis passé progressivement du petit guérisseur de base à l'ostéopathe avec une vision plus globale, plus holistique, j'allais dire quantique pour employer un mot un peu à la mode. Hmm. Voilà. Merci Gérard. Donc, derrière le voile, ça va nous ramener sur tout ton chemin de vie. D'accord? Et donc, on va commencer au tout début. On va commencer en 1954 à Issoudun. Aïe, tu as découvert ça. Alors, ah ouais, ouais. Donc, donc tu es né à Issoudun. Né à Issoudun, dans Et, le Nord, et, effectivement. et alors, c'était quoi l'ambiance dans la famille? C'était quoi ton enfance? C'était quoi le lien avec tes parents? Qu'est-ce qui se passait quand tu étais petit? Alors, peut-être pour ramener une dimension un peu historique et donner un peu de relief à tout ça, il faut se rappeler que février 1954, c'est très loin par rapport à aujourd'hui. Et c'est la période, en fait, d'un hiver extrêmement rigoureux où l'abbé Pierre avait lancé à cette époque donc, son appel au secours pour les gens qui étaient sans logement, sans nourriture, enfin, en grande
pauvreté. Et, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Et ce moment était quand même, je pense, bon, bien que moi, débarquant de nulle part à ce moment-là, je n'ai pas de souvenir d'avoir vécu cette période difficile, mais on peut penser qu'effectivement, c'était un peu compliqué pour les gens de l'époque. Donc moi, je suis né dans une famille modeste. Mon père était petit cadre dans une entreprise de contrôle électronique. Et ma mère travaillait pour un maroquinier à cette époque. Les maroquiniers étaient très présents en fait dans cette région de France. J'ai deux sœurs avec lesquelles je m'entends très bien et j'ai la chance d'avoir des parents bon, qui sont encore de ce monde. D'ailleurs, pour la petite histoire, hier j'ai participé au 87e anniversaire de ma mère. Euh, et donc, l'ambiance familiale était assez chaleureuse, libre, mais pas trop de contraintes, bon, des règles à respecter, des valeurs, euh, peu de moyens matériels, mais voilà, une certaine aisance quand même, ça se passait bien. Je dirais que l'essentiel des ressources peut-être de la famille était orienté sur l'alimentation, sur le contact avec la nature, des vacances assez simples. Et voilà, donc on va dire que peut-être les 10 premières années de ma vie se sont passées comme ça, de manière très immergée dans la nature, la forêt, les rivières, les copains. Une vie assez simple et très constructrice parce qu'elle laissait de l'énergie pour alimenter le rêve, pour alimenter la liberté. Et voilà, quoi, rien de vraiment exceptionnel de ce point de vue. Hmm. Donc une enfance plutôt, voilà, plutôt simple, plutôt joyeuse, Heureuse, joyeuse. heureuse. Moi, vraiment, j'ai enfin, j'ai pas de nostalgie parce que c'est une période que je pense avoir complètement intégrée, mais j'ai beaucoup d'affection pour ces moments, Mhm. pour cette période. Voilà, il n'y a pas de trauma Ouais. particulier. Heureusement qu'on n'en a pas tous des trop gros quand même. Et c'est là aussi, donc, euh, je dirais à la fin de ces premières années, qu'il y a quand même ton intérêt pour la guérison, Oui. notamment le passage chez un ou deux, on appelait ça quoi, des rebouteux à l'époque, et là, apparemment, Alors, ça te marque. effectivement, dans cette culture du centre de la France, hein, donc c'est le Berry, c'est un peu le pays des sorciers, des sorcières, enfin, traditionnellement, pays de Georges Sand, pour ceux qui ont lu par exemple La Mare au diable, enfin, ou, ce genre de choses, qui connaissent un peu ce secteur. Il y a une culture effectivement de reboutement, de guérison, qui garde un lien, à mon avis, avec une médecine traditionnelle qui a dû se transmettre de génération en génération. Et notamment, moi, j'avais un copain dont le grand-père était guérisseur, rebouteux. Et je le dis simplement parce que c'est la stricte vérité. Ça peut paraître bizarre à- en 2022, bientôt 2023. C'est qu'à cette époque, avant d'aller chez le médecin généraliste, on allait d'abord chez le guérisseur. S'il y a un petit bobo, on allait chez ce gars-là. Traditionnellement, il y en avait deux principaux. Ils avaient chacun un petit peu leur spécialité et en fonction de problème, ben, on allait voir ce type ou l'autre. Et Mhm. leur jugement était vraiment très pertinent, très sage, ils ne prenaient pas de risques, c'était pas des apprentis sorciers. Moi, je me souviens très bien m'être fracturé l'avant-bras en faisant une grosse connerie de gamin. Et on est allé voir ce gars-là, il m'a dit, ah, il faut que tu ailles à l'hôpital. Donc, il n'a pas essayé de bricoler le bras, etc. Donc oui, il y a une empreinte réelle. Alors, est-ce que c'est une empreinte? Est-ce que c'est un rappel? Je ne sais pas. En tout cas, les arts de guérison, je dirais traditionnels, m'ont interpellé très tôt, vers l'âge de 9 ans à peu près. Et j'avais moi-même à cette époque, je m'en souviens très bien, naturellement une capacité de soins.
Il se trouve que je suis d'une famille assez importante. Enfin, nous étions que trois enfants, mais du côté de ma mère, il y a eu 17 enfants. Ce qui veut dire j'ai des oncles et des tantes à l'appel, et que ces oncles et ces tantes, pour la plupart, sont plus jeunes que moi. Donc, quand moi Mhm. j'avais 8 9 ans, bah, je faisais sauter sur mes genoux des petits qui avaient 1 an, 2 ans, 3 ans. C'était assez rigolo. Et notamment, il m'est arrivé de soigner sans le savoir, juste avec cette intention de le faire peut-être, enfin, ou d'apporter du réconfort au moins, de soigner un de mes oncles qui avait des crises d'asthme, par exemple. Bon, voilà, petite anecdote. C'est des petits cailloux sur le chemin. C'est vrai que rétrospectivement, quand on regarde vers l'arrière, comme ça, on peut prendre conscience que des choses qui étaient peut-être peu signifiantes au moment où elles ont été vécues, elles prennent toute une signification. J'aime bien cette idée de derrière le voile. Ah ben super, merci. Ben, on va continuer alors. Et donc, il y a quand même une expérience aussi marquante qui arrive vers tes 11 ans, Mm. où tu vas te baigner. C'est À un ça. moment donné où tes parents te disent non, il faut pas aller te baigner. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Alors, alors? en réalité, mes parents ne sont pas là. Je suis avec mes oncles et mes tantes et des copains. À cette époque, on allait en vacances chez mon grand-père, donc, sur la Saône. Et ce jour-là, je me souviens très bien, nous étions au bord de la Saône. Euh, je pense que ce moment-là était pour moi une des premières initiations, si j'ose dire, puisque quelques jours avant, je m'étais fracturé l'avant-bras. Et donc, je me baladais au bord de l'eau avec un plâtre en me disant, bon, il fait chaud, ça serait sympa d'aller avec les copains. Et j'ai effectivement pris le risque de me mettre à l'eau avec ce plâtre. Un paramètre que j'avais oublié, c'est que je ne savais pas nager. Surtout avec un plâtre. Très mal, et avec un plâtre, et qu'en plus, à cet endroit-là, il devait y avoir 3 mètres de fond à peu près. Donc, bah, c'était rigolo parce qu'effectivement, enfin rigolo, c'était étrange. J'ai pas eu d'émotion, de peur, de crainte, etc. Plutôt un espace de conscience là qui s'est ouvert avec de la curiosité, une forme de joie, un truc assez exaltant finalement. C'est un peu bizarre du point de vue psychologique peut-être. Et voilà, je me suis simplement noyé. Et j'ai Hmm. pu, dans cette phase de noyade, prendre conscience de tous les éléments, à la fois les éléments de la nature qui étaient là autour de moi, de ce qui se passait aussi à l'intérieur dans mes processus internes. Alors évidemment, à 10 11 ans, ça paraît très étonnant, mais voilà, il y a eu cette ouverture. Je pense que ça a ouvert une brèche, quelque chose, ou révélé quelque chose qui était là, et qui m'a fait prendre conscience que voilà, il y a plein de choses subtiles euh, à découvrir qui sont à portée de main, qu'on a juste à laisser ses yeux et son cœur s'ouvrir pour que les choses se passent. Alors moi, je vais employer un mot qui peut peut-être choquer, mais je me sens très habité, je veux dire, depuis cette période-là. D'abord de la nature, et puis aussi d'une connexion subtile avec les autres humains, puisque un de mes oncles m'a sorti de l'eau là, en me tirant par le bras. Alors, j'ai aucune idée de combien de temps ça a duré, mais voilà, comme ont pu le dire ou le partager d'autres personnes qui ont vécu des choses similaires, il y a une sorte d'étirement du temps, un peu comme si Hmm. on appuyait sur une télécommande pause, et voilà, tout se ralentit. Donc, c'est vrai que c'était une expérience très initiatrice dès le moment où j'ai compris tout de suite qu'il se passait quelque chose. Voilà. Tu as lu le livre de Greg Braden?
Oui, bien sûr. Un vieux livre, parce qu'en fait, il vit exactement la même expérience que toi. Il est petit, et je crois qu'il a 8 ou 9 ans, et il se noie dans la piscine de la maison, et il vit le même éveil, enfin, la même chose. Un truc, une clarté, il y a tout qui s'ouvre, toute une compréhension, une conscience, et puis bon, on le sort de l'eau. Enfin non, je crois que lui, il faut qu'il le réanime carrément, parce qu'il est vraiment noyé. Et je Ouais. trouve ça intéressant, quoi, d'avoir... Ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, c'est cette sensation juste après, quand on sait, enfin moi quand j'ai su que voilà, j'allais survivre, hein, voilà, on m'a sorti, bon, je me dis ok, chouette, je suis vivant. Et ben dans ce temps juste après, il y a eu une forme de nostalgie. Moi j'ai ressenti quelque chose comme, sans que ce soit morbide, j'ai pas du tout envie, j'ai eu envie d'y retourner, hein, mais vraiment cette sensation profonde d'avoir contacté un état d'unité. C'est-à-dire où il n'y a pas, il y a plus de séparation avec le monde et il n'y a pas de place pour la peur. Il y a juste de la place pour quelque chose qui commence par la même lettre, c'est la paix. C'est très étonnant, Mm. très étonnant. J'ai pu retrouver évidemment ces états-là plus tard, vers l'âge de 16, 17 ans, quand j'ai commencé à pratiquer la méditation. J'ai rencontré différents maîtres spirituels, mais c'est un autre temps peut-être de ton cheminement. On va y revenir. Donc là, tu as 11 ans, tu fais Hmm. finalement ce qu'on appelle une sorte de NDE, hein, Oui, certainement, ça doit ressembler. expérience particulière. Et donc Non. après la fin de ton enfance, ton adolescence, on va dire jusqu'à 17 ans, parce qu'à 17 ans, il y a autre chose qui va se passer, mais là, de 11 ans à 17 ans, qu'est-ce qui se Alors, passe après pour toi? à 12 ans, à 12 ans, il s'est quand même passé quelque chose pour moi de très important, euh, que j'aimerais évoquer là, si tu es d'accord. Oui. Euh, sans être un mystique, j'avais à cette époque un esprit assez, je vais dire, religieux. C'est-à-dire que j'étais intéressé par les sensations de ce qui se passait en fait dans les églises, dans ce genre d'ambiance. Et comme beaucoup d'enfants de ma génération, j'ai fait une communion. Et là, j'ai vraiment eu une expérience absolument extraordinaire spirituelle, de connexion. Et je pense que c'est vraiment ce moment-là. Les autres moments ont été préparateurs. Et là, il s'est vraiment passé quelque chose pour moi de très, très important, de l'ordre de ce que je pourrais aujourd'hui qualifier avec le recul de l'expérience de conscience divine. Très, très étonnant, très puissant. Alors, j'ai décrit ça, c'est pas intéressant peut-être d'en évoquer maintenant, mais je décris un peu ces expériences-là dans un petit livre que j'ai coécrit avec une amie qui s'appelle L'Homme Tout. Bon, donc peut-être on laissera les coordonnées aux gens qui ont envie de s'attarder Mm. sur cette question. Donc, bah, de 12 à 17, bah, j'ai vécu une vie de sportif, d'adolescent qui avait envie de s'éclater. Donc, j'ai fait beaucoup de fêtes, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai vécu plein d'expériences, j'ai vécu des histoires d'amour fantastiques. Voilà, enfin, j'ai eu une vie totalement pleine, là, de 12 à 17. Et en même temps, j'ai vécu, je pense, des moments de solitude. J'ai découvert l'ombre de la joie. J'ai découvert ce que c'est que le spleen, ce que c'est que la tristesse, ce que c'est que l'impuissance, la vulnérabilité. Il n'y avait pas que ce côté lumière, il y avait aussi le côté un peu plombé du gars qui était à côté de ses pompes et qui savait pas exactement ce qui se passait, quoi. Donc, j'ai mis en sommeil un peu toutes ces expériences jusqu'à l'âge de 17 ans, effectivement. Moi, ça me fait plutôt penser à la solitude de quelqu'un qui a eu un réveil ou un éveil, une partie d'éveil, et puis après doit retourner dans le monde avec des gens endormis. C'est plutôt... Moi, C'est quand pas tu vois évident. ce C'est pas côté évident. plombé, spleen, c'est plutôt ça que ça me fait Hein. penser, parce que moi, je le vois même, enfin, simplement, dans mon quotidien, moi, il y a plein de gens avec qui je m'ennuie parce que je peux plus discuter avec eux, parce qu'au bout d'un moment...
c'est pour parler du temps, du foot, de la Coupe du Monde ou d'autres choses, ça n'a pas de sens, quoi. Enfin, c'est... Et simplement déjà à ce niveau-là, je me dis, ça doit être compliqué, mais alors quand tu as vécu vraiment un autre, tu as touché d'autres niveaux de conscience et que d'un coup, ben, tu reviens dans le monde avec, avec ces états-là, c'est de se dire, mais en fait, je les comprends plus, les gens, quoi, tu vois. Enfin, c'est eux qui me comprennent plus, plutôt. C'est tout à fait vrai. Et une chose aussi, moi, qui m'a vraiment frappé à cette époque, c'est ce que j'appellerais la sensation de l'imminence du danger. C'est-à-dire, j'étais absolument incapable de parler, à part peut-être avec deux, trois personnes de ce que j'avais vécu, de ce que je vivais, parce que je savais que, enfin, j'imaginais que si j'en parlais, j'allais me retrouver à l'HP, quoi. Ça, Hmm. c'était donc le pyjama serré, c'était pas vraiment mon projet à cette époque. Ouais. Oui, et puis comparé, j'allais dire, à maintenant, où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont ouvertes dans les mots, dans la conscience. Oui, tout à fait. Les années 60, c'était plutôt le formatage de la vie simple, entre guillemets, à l'américaine, là où c'était la Tout à fait. consommation, le petit ménage parfait. Exactement. Bah, d'autant que historiquement, si tu veux, c'était exactement la fin de la période, donc des années 60-65, où les soldats américains apportaient une opulence absolument énorme à Châteauroux, donc dans une ville qui a 25-26 kilomètres de chez mes parents. Et c'est ce phare-là qui éclairait en fait la vie. C'est en fait moi j'ai quelques tantes, j'ai deux tantes qui ont épousé des soldats américains qui sont partis aux États-Unis à cette époque-là. Donc tu as tout à fait raison de souligner cette dimension-là. La seule perspective, c'était une perspective économique d'une vie meilleure aux États-Unis avec une forme de rêve américain à portée de main, quoi. Ce qui n'était pas mon cas. Moi, j'étais plus jeune. J'ai eu la chance finalement d'être vraiment très petit à cette époque-là. Et quand je suis arrivé à l'adolescence, j'étais pas encore assez âgé pour vivre 1968. Donc, j'étais observateur d'une certaine Oui, manière. puis toi, finalement, tu es arrivé à l'âge adulte, c'est déjà les années 70, donc c'était déjà une autre énergie qui était là, quoi. C'était une énergie fantastique, hein, là, pour une première fois, tous les grands maîtres, particulièrement tibétains ou indiens, venaient en Europe, venaient en Occident pour transmettre leurs enseignements. Et c'est un privilège énorme. Bon, c'était aussi la période de la contre-culture avec l'apparition des grands groupes de musique que tout le monde connaît. Alors, il y avait le clan des Beatles et puis le clan des Stones, enfin, etc. Hmm. Voilà, donc Bon, 17 ans. on revient à 17 ans. À 17 ans, il y a quand même une grande rencontre qui arrive, c'est que tu pars, je crois que c'est en Autriche, Oui, parce que justement, quand tu disais, c'est les années 70 où il y avait plein de maîtres spirituels qui arrivaient du Tibet, d'Inde, qui étaient justement une porte ouverte sur l'Europe et les États-Unis pour venir enseigner. Et donc, toi, tu profites, d'aller rencontrer ces maîtres-là. exactement. C'est-à-dire qu'en fait, je, je commençais à redécouvrir ces expériences que j'avais vécues naturellement enfant, pour lesquelles je me sentais assez solide pour obtenir des explications. Or, dans le milieu dans lequel je vivais, bah, j'avais peu de gens qui étaient en mesure de me donner des infos. Et comme la nature, la vie est toujours malicieuse, elle met sur notre chemin des personnes. Et à cette époque, j'avais un prof de lettres qui était un type vraiment extraordinaire, enfin, intelligent, qui, euh, qui avait plein d'idées. Et à cette époque, il avait organisé donc, notamment des cours de théâtre, de mime, etc., auxquels je participais. Et aussi des cafés philo, avant que ce soit à la mode, où il abordait des thèmes particuliers. Et un jour, à la suite d'un de ces thèmes,
je lui pose la question, je lui dis, mais ok, les mystiques, les machins, tout ça, ouais, j'ai lu plein de choses, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, enfin les uns et les autres, Saint Augustin, enfin, là, ils décrivent tous des trucs qui me sont familiers, mais comment on fait pour y arriver? Est-ce qu'on peut imaginer que c'est possible? Mm. Et alors, de manière assez simple, eh bien, il me dit, écoute, tu sais, moi j'ai commencé déjà à faire du yoga, de la méditation. C'est un type qui à l'époque, moi je l'avais 17 ans, il devait avoir 24 ans, hein, il était tout jeune, prof certifié. Donc il n'y a pas non plus une différence d'âge très importante. Et il me dit, ben voilà, si tu veux, dans 2, 3 mois, je vais en Belgique rencontrer une personne qui m'a appris la méditation. Si tu veux en profiter, voilà. Donc j'ai trouvé 2 ou 3 autres copains avec lesquels on est parti euh, recevoir une initiation en Belgique. Ça devait être au mois de février 1971 pour être précis, et le 20 février. Et à la suite de ça, évidemment, j'ai trouvé extraordinaire. Je me suis dit, mais voilà, moi je suis un petit gars là du centre de la France, je connais pas grand-chose de la vie, et d'un seul coup, il y a le monde qui s'ouvre devant moi. À cette époque, donc ça correspondait aux enseignements d'un maître indien d'origine indienne de l'école shivaïste, donc qui s'appelle Maharishi Mahesh Yogi, peut-être certains d'entre vous ont entendu ce nom. Euh, il a été surtout connu, bon, ça me gêne un peu de le dire comme ça, il a surtout été connu comme maître spirituel des Beatles. Mais bon, Mm. voilà. Quoi? Tu as eu le même maître spirituel que les Beatles? Waouh! Alors, c'est ça qui est très rigolo parce que à 17 Ah. ans, je n'avais pas cet engouement-là, mais je me suis dit, quand même, si les Beatles se sont intéressés à lui, ça doit être pas mal. Et c'est la raison pour laquelle et c'est la raison pour laquelle je suis parti en Autriche, effectivement, pour un premier voyage. Et là, je suis arrivé dans un monde qui m'était totalement inconnu. Il y avait à peu près 1500, peut-être 2000 personnes, tous barbus, chevelus, les robes hippies pour les femmes, une sorte de fête permanente, enfin un truc assez improbable pour moi. Et c'est dans cette ambiance-là donc que j'ai rencontré la première fois ce maître. Et là, vraiment, j'ai compris que toutes ces expériences que j'avais approchées, elles pouvaient être non seulement expliquées, mais elles pouvaient être transmises. C'était pas un truc qui m'était tombé du ciel comme ça, par hasard, et une sorte de truc incompréhensible. Et j'ai commencé à ce moment-là un travail assez constant, je dirais, puisque j'ai quasiment euh, pratiqué, suivi son enseignement à lui pendant 25 ans. Donc, enseignement quotidien. Je peux dire que j'ai médité tous les jours à cette époque. Alors après, évidemment, on peut toujours revenir sur oui, mais voilà, la méditation, c'est comme si ça devrait être comme si ça devrait être comme ça. Moi, je pense que toutes ces approches sont forcément des approches d'abord culturelles, euh, entre la méditation spontanée du berrichon de base, si vous voulez, et l'expérience de samadhi ou de conscience, d'unité transmise par des traditions millénaires. Culturellement, il y a un gouffre. Mais par contre, c'est la même essence. Mm. Et moi, je me suis rendu compte, en côtoyant ces maîtres-là, celui-ci et d'autres, qu'en fait, Alors, il y a une première étape, je pense, une première phase, c'est-à-dire que tu évoquais l'idée de l'éveil tout à l'heure. Je pense qu'il y a des petits clins d'œil de l'éveil, c'est-à-dire de temps en temps, pouf, il y a des petits trucs comme ça, tac, tac, voilà, c'est par petit à coup. Et à chaque fois, on se dit, waouh, c'est extraordinaire. Puis après, ben, on retourne un peu dans dans son demi-sommeil, on est absorbé par le quotidien. Et puis vient un moment où cette perception est beaucoup plus présente, voire même constante. Et
moi, ce qui m'a frappé, c'est que aujourd'hui, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a eu un moment dans ces expériences où j'étais un enfant. Puis ensuite, j'ai appris à marcher, j'ai appris à me déplacer dans ces espaces. Aujourd'hui, je pense que je commence à être un jeune adulte, malgré mon âge avancé. Et donc, j'ai toujours à apprendre. Mais voilà, c'est ce mécanisme-là pour moi qui prévaut là-dedans. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, il y a effectivement un moment de switch où, d'une certaine manière, on sent, enfin moi je ressens que je suis passé de l'autre côté du miroir, de l'autre côté du voile. Maya, le voile de Maya s'est dissipé, c'est ouvert, la trame du tissu est moins serrée, je vois un peu plus la réalité, mais il faut continuer à grandir, quoi. Donc on en revient. Tu as 17 17 ans, ans? tu vas 17 ans. vivre cette expérience de Voilà, connexion avec je passe 3 semaines dans les Alpes Marie-Chimay. avec Marichi. Et là, il se crée une relation personnelle très, très puissante avec cet homme, avec lequel, encore une fois, j'ai travaillé pendant au moins 25 ans, environ, parce que il s'est passé d'autres choses entre-temps. Quand l'ouverture se fait à 17 ans, évidemment, j'ai un peu ma phase intégriste, comme tout le monde, où je me dis, ouais, ça y est, j'ai découvert la vérité, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Je dis pas qu'il y a que ça, mais ça me suffit. Et puis, je participe à ce moment-là à un programme d'enseignement de la méditation où Maharishi m'envoie en Afrique pendant 3 ans. Enfin, je décide de rester 3 ans là-bas, mais c'est dans le cadre d'un programme de développement de l'enseignement de la méditation dans les pays africains. Et là, là, il se passe des choses extraordinaires parce que, bon, déjà, je prends conscience que euh, jeune étudiant qui sort de la fac et qui arrive tout innocent et tout frais en Afrique, mais avec un conditionnement euh, colonialiste absolument incroyable. Je veux dire, c'est très intéressant de voir que même en partant avec une espèce de pleine conscience et une bonne volonté, derrière, il y a des couches archéologiques de conneries, quoi. C'est hallucinant. Et donc, ça m'a fait du bien, j'ai beaucoup apprécié d'abord parce que j'ai découvert l'animisme. C'était vraiment ma première compréhension, je dirais, spirituelle du lien avec la nature. Quand j'étais enfant, j'avais un lien naturel. Voilà, ça se faisait, j'étais au bord d'une rivière, c'était extraordinaire. Je le vivais, je le ressentais dans mon corps, mais je n'avais pas la compréhension, je n'avais pas compréhension du lien avec le tout. Donc j'ai pu rencontrer différents enseignants animistes, notamment en Afrique de l'Ouest, à Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et parallèlement, j'ai eu le privilège, parce que là je considère que c'est plus de la chance, c'est vraiment un privilège, de rencontrer un maître soufi qui était vraiment une grande personnalité. Moi, j'invite vraiment les auditeurs et peut-être toi, si tu connais pas trop, à lire ces bouquins qui sont une merveille. Donc Amadou en Pateba, qui est un type fantastique. Alors, moi, j'ai été reçu par cet homme-là parce qu'en Afrique, rien ne se passe sans l'aval des représentants spirituels, enfin des personnes qui comptent, je dirais. Donc, quand tu arrives dans un pays, si tu veux faire quelque chose pour les gens là-bas, et j'imagine que ça doit être la même chose pour les ONG, enfin, etc., tu vas voir le chef du village ou le représentant spirituel, tu te présentes, etc. Et lui, il te dit, OK, je suis d'accord pour que tu fasses ce que tu es venu faire, ou alors, ben non, écoute, rentre chez toi, c'est pas la peine. Ça, c'est tout à fait. Et donc, j'ai eu vraiment cette grâce de rencontrer cet homme.
Et encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très présent dans ma vie. Et le lien avec les enseignements soufis aussi. Du coup. Hmm. Qu'est-ce que... Bon, là, j'ai 20 ans en ce moment-là, à peu près 21 Ouais, ans. ça, t'as 22 ans, tu pars en Afrique pour 3 ans, et tu travailles à ce moment-là ou tu es Non, simplement en... à l'époque, je suis étudiant en lettres à l'époque et je prends conscience que l'ennui me guette sérieusement. Je suis pion surveillant dans le lycée où j'ai été élève et je vois que je vais devenir prof de français dans le lycée où j'ai été élève et pion. Et là, un gouffre s'ouvre devant moi. Tu m'étonnes. Donc, je me mets à courir. Je pars en Afrique. Et pendant ces 3 ans, donc tu étais en Côte d'Ivoire, au Sénégal, tu vas voir voilà, des représentants spirituels, donc animistes, chamaniques. Et est-ce que il y a il y a un moment en particulier qui t'a touché, que tu aurais envie de partager dans... Bah, au-delà de cette rencontre avec Amadou Hampâté-Bâ, oui, il y a plein de choses qui sont vraiment extraordinaires. Moi, une petite anecdote juste pour ramener les choses dans un truc très simple. Euh, je donne des conférences, des ateliers, des stages de méditation à cette époque-là. Et un jour, je suis censé aller faire une conférence à l'intérieur du pays, à Bouaké, et un copain m'amène en moto. Donc, il y a plusieurs heures de piste, de tôle ondulée, de moto. On arrive péniblement vers 17 h, 16, 17 h dans la ville où cette conférence doit avoir lieu. Et je me renseigne auprès des quelques personnes que je croise. Personne n'est au courant que la conférence a lieu. Personne. Il y a zéro affiche. Il n'y a pas zéro. Et là, mon monde s'écroule. Je me dis, merde, j'ai fait tous ces kilomètres là pour rien. Bon, et puis voilà, tant pis, c'est pas grave. J'arrive sur la place du village. Et je me souviens très bien, il y avait un énorme arbre avec une seule affiche sur l'arbre, avec voilà, conférence, machin, telle heure. Ok. J'arrive dans la salle et il y avait trois, quatre personnes peut-être. Ah, je me dis, c'est bien, je ne suis pas venu totalement pour rien. Et au bout de quelques minutes, des centaines de personnes qui arrivent. Mais entre-temps, le copain avec qui j'étais, qui lui est né à Abidjan, me dit, mais tu sais, dans un cas comme ça, ce qu'il faut faire, s'il n'y a personne, c'est tu demandes aux esprits de la nature. Tu demandes aux esprits de la nature de faire venir des gens, de faire savoir qu'il y a cette conférence. Et là, je me dis, je suis tombé dans un monde de fous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il y a un petit margouillat. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est que les margouillas, une sorte de lézard africain assez gros, qui était juste là à côté de moi, qui me regarde comme ça. J'ai l'impression qu'il me regarde. Et je me souviens très bien m'être tourné vers lui en disant, mais dis donc, comment on fait pour prévenir les esprits de la nature, etc. La particularité de ces margouillas, c'est de pomper. Donc, là, ils font des pompes comme ça avec. Et au moment où je termine ma phrase, en m'adressant au margouillat, il se met à faire ce truc-là et il se barre. Et mon copain, il me dit, tu vois, C'est il est comme ça parti. qu'on fait. C'est copain, c'est comme ça qu'on fait. Et effectivement, 1 heure après, il y avait tout ce monde-là. Donc, tout ça pour dire que les codes dans ces cultures sont complètement différents, évidemment, des nôtres, et que nos rigidités, enfin les miennes en l'occurrence à ce moment-là, faisaient que j'avais pas confiance. Je connaissais, je savais pas que ça allait se passer comme ça. Et en fait, il suffit d'une personne en Afrique pour que tout circule. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, c'est ce que j'ai appris là-bas. C'est peut-être l'enseignement le plus important que j'ai reçu.
au-delà des éclairements divers et variés, hein. Donc, voilà, on peut faire confiance au Margouillat, il n'y a pas de souci. Euh, donc après avoir rencontré la poste Côte d'Ivoirienne, Côte d'Ivoire, pour envoyer les messages. Donc il y a toute cette période mais ça dure quand même 3 ans, toute cette période. J'ai 3 ans, oui. C'est à la Énorme. fois, c'est long et c'était très court. C'est long parce que quand tu as 22 ans, bah, grosso modo, tu arrives à 25, 3 ans Mm. de plus. Donc, c'est vraiment un cap important. Mais c'était tellement exaltant et tellement nourrissant parce qu'à cette époque, j'ai vraiment rencontré bah, toutes les personnes. C'est aussi ça qui est assez saisissant quand on travaille avec ce genre de personnes là, comme Maharishi. C'est qu'on rencontre plein de personnes qui puisent dans ces enseignements leur énergie et leur créativité. Alors, par exemple, euh, moi, j'ai fait venir à cette époque-là, enfin, à mon retour d'Afrique, Deepak Chopra, qui n'était pas connu du tout. On l'a fait venir en France parce que c'était un disciple en fait proche de Maharishi Mahesh Yogi. Euh, John Gray, qui est très connu aussi, qui a écrit donc Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, bon, qui était le secrétaire particulier de Maharishi à cette époque-là, donc que je côtoyais très régulièrement. Enfin, David Lynch, enfin, des dizaines de personnes très importantes qui ont été nourries en fait par cet enseignement. Et c'est pas pour me faire valoir ou pour faire valoir l'enseignement, je pense que c'est plutôt révélateur. C'est-à-dire que quand un enseignement attire des personnes de ces qualités-là, c'est que ça tient la route, quoi. Donc, moi, j'ai relayé effectivement cet enseignement pendant 3 ans en Afrique. J'ai fait énormément d'initiation. J'ai encore de très, très bons amis, d'ailleurs. J'ai beaucoup de cœur, beaucoup de liens de cœur avec l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest. Bon, je ne me suis pas contenté d'être en Afrique de l'Ouest, hein. Je suis allé aussi en Égypte. Je suis allé dans d'autres pays. Mm. Et puis le rythme de vie aussi, parce que 3 ans, on se dit, si 3 ans à bosser, c'est beaucoup. Mais le rythme de vie est paisible, enfin était paisible à cette époque-là. On prenait son temps, on avait le Mm. temps d'aller se baigner, d'aller se balader en forêt, de discuter. Pas oublier que l'arbre à palabres est quand même un truc super important en Afrique. Puis il y a la musique, il y a la fête, il y a plein de choses. C'est une belle expérience. Ouais, ouais, c'était Mais très. Mais finalement, 79, tu re-rentres. 25 ans, tu re-rentres en France. alors on rentre parce que ça correspond à une fin de cycle. Marichi m'avait demandé de revenir en Suisse, donc où il y avait à l'époque le siège international, pour me proposer de repartir dans un autre programme. Et je vais repartir au Mali, je crois, à cette époque-là. Et moi, je suis rentré, je n'étais pas très bien dans ma vie. J'étais très heureux d'avoir vécu ce que j'avais vécu, mais ce sentiment de solitude que j'évoquais un peu plus tôt, avec les hormones, prenait un peu plus de sens. Et je prenais conscience que ben voilà, j'avais envie d'une relation un peu plus profonde, un peu plus travaillée peut-être que juste du papillonnage comme ça. Et donc, je crois que le cœur de mon questionnement à l'époque, c'était est-ce que je repars et je continue comme ça encore quelques années, ou est-ce que je reste en France et que je me mets au boulot, quoi, sur mes trucs perso, sur mes vrais désirs, sur ce que j'ai envie de faire demain, etc. Et j'ai choisi ça. J'ai choisi de rester. J'ai choisi de rester. Et donc, c'est là où d'ailleurs tu rencontres Alors, c'est à cette ta époque-là, ouais, en future épouse. 79, où j'ai rencontré effectivement ma femme de l'époque, avec laquelle j'ai eu 3 enfants.
et où on a vécu une vie bon, assez pleine. Bon, c'était un temps consacré plus au travail, quoi, hein, oui, construire une famille. Euh, Et d'ailleurs, tu fais quoi quand tu arrives là, justement? Donc, tu reprends une vie, on pourrait dire, un peu plus sociale, de Très travail, simple, de relations, de famille. très, très Et donc, tu simple. fais quoi? Alors, écoute, j'ai eu le sentiment, je m'en souviens clairement à cette époque, après ces 3 ans, de me dire, bon voilà, j'ai vécu au Club Med, et au Paradis pendant 3 ans. Là, il va falloir que je me mette à bosser. Or, je ne savais rien faire. J'avais fait un peu, j'avais commencé des études de lettres, j'ai fait ce périple africain, je savais me débrouiller, mais j'avais aucune qualification. Donc, j'ai repris des études d'organisation et gestion d'entreprise. Et puis, j'ai trouvé suite un job et j'ai travaillé pendant 11 ans dans l'immobilier. J'ai été directeur commercial d'un réseau d'agences immobilières. Donc, c'est un métier très intéressant parce que après la mobilité totale, le nomadisme complet, j'ai fait immobilier. Ouais, dans le dur, quoi. Dans Dans le le- figé qui va plus bouger pour des Oui, centaines d'années. oui, mais en même temps, ce qui m'a été proposé, alors ça, oui, le côté matériel, mais ce qui m'a été proposé vraiment, et ça, je l'ai capté très, très vite, c'est que l'accompagnement que je pouvais avoir dans l'immobilier était aussi un moment très important pour les gens. Tu vois, quand quelqu'un Mm. s'achète, je sais pas, un appartement, une maison, c'est une vague d'énergie très spéciale pour la personne ou pour la famille. Donc, il faut être très écologique dans sa façon d'accompagner les gens à ce moment-là. Ça demande beaucoup de respect, beaucoup d'honnêteté, de l'écoute, et une capacité à transformer vraiment ce moment-là en quelque chose de positif, de bienveillant. Pas Mm. le te plombe pour 20 ans avec un crédit à 15%, quoi. Mm. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui étaient dans cet état d'esprit-là. Ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris vraiment sur le quotidien, sur l'engagement, sur signer un contrat. Signer un contrat, c'est un contrat. Dans la vie, on fait plein de contrats et des contrats en permanence. Et est-ce qu'on est conscient de ça et des conséquences que ça a, qu'il y a des intérêts à payer, qu'il y a un prix pour tout, que parfois on paie cher des choses qui ont peu d'intérêt et à l'inverse, on va avoir des cadeaux extraordinaires. À ce stade, par exemple, je peux le dire parce que puisque c'est une sorte de rétrospective et ça me revient à l'esprit maintenant. euh, et pour moi, c'est cet esprit-là qui a fait que ce que je vais raconter là maintenant est arrivé. Dans cette période justement de transition où je suis rentré d'Afrique et où je me suis trouvé un job, j'ai été appelé par quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc je tairai le nom parce que c'est quelqu'un bon, qui est connu, mais et cette personne m'appelle en me disant voilà, vous êtes bien Gérard Longuet? Oui, oui, c'est moi. Et cet homme me dit je sais ce que vous faites. J'ai eu des informations sur qui vous êtes, ce que vous transmettez, etc. Et je voudrais vous aider. Bon, ok. Et comment? Et il me dit, bah voilà, j'ai une maison et je voudrais qu'elle soit à vous. Bah, je veux bien, moi aussi, je rêve d'une maison, mais j'ai pas les moyens d'acheter une maison. J'ai pas Mm. d'argent, enfin, très peu. Non. Et il me dit, mais qui vous parle d'argent et d'acheter cette maison? Et en fait, cet homme, par le biais d'une association, m'a donné une maison. Wow. Une maison qui appartenait à un groupe, à une association spirituelle. Et donc, j'arrivais un petit peu en bout de course et il a tenu absolument à ce que ce soit moi qui récupère. Alors, évidemment, c'était un contrat. Hein. C'est-à-dire que, OK, j'acceptais cette maison. En contrepartie, il fallait que je la nettoie. Mm. Et voilà. Mm. En fait, plein de rencontres, plein de surprises, des cadeaux, des choses extraordinaires, quoi. Mm. Euh, Donc ensuite, j'ai travaillé pendant voilà, 10 11 ans dans l'immobilier, mais
Bon, j'étais très bien dans ce que je faisais, ça marchait très bien. Et je me suis dit à un moment, je vais pas aller au bout de ma vie quand même avec ça, ou alors je vais être rapidement au bout de ma vie. Est-ce qu'il y a eu aussi parce que si on revient sur les premiers rencontres avec les rebouteux, et apparemment dans ta jeunesse, tu as eu aussi beaucoup d'échanges avec des masseurs, des ostéos, des kinés, sur des questions sur le corps, sur comment ça fonctionne. Donc il y a quand même Oui, eu toujours cet appel qui était là. oui, il y a toujours en filigrane ce thème-là. Euh, à cette époque, moi, je faisais beaucoup de sport et beaucoup d'équitation. Donc, j'ai notamment j'ai eu un accident de cheval, en fait, où je suis tombé, faisant un peu la j'ai eu 2 jours de coma, enfin, un truc qui était assez costaud. Et euh, à l'époque, c'était un chiropracteur. Il n'y avait pas trop d'ostéo en France à cette époque-là, qui m'a remis d'aplomb. Et aussi un médecin chinois. Donc j'ai eu beaucoup de contacts avec toutes ces traditions parce que j'ai pratiqué aussi l'aïkido. Donc j'ai découvert à 16 ans, j'ai découvert Suzuki, j'ai découvert les maîtres de l'aïkido, les techniques de respiration qui vont avec ces pratiques-là. Donc le puzzle s'est construit pièce après pièce, hein, et on pourrait effectivement trouver. Je me demande d'ailleurs parfois comment, dans aussi peu d'années, il peut y avoir eu autant de choses, quoi. C'est à la fois des rencontres, à la fois des expériences, des pratiques. C'est assez saisissant. Et j'ai eu cette chance justement, de par cette place particulière, de rencontrer tous les grands maîtres spirituels qui ont sévi pendant toutes ces années, ces quelques décennies. Euh, parmi eux, un que je n'ai pas rencontré, mais que je voudrais célébrer là à l'instant, c'est avec lequel j'ai eu une relation qui dure et qui perdure, c'est Saint François d'Assise. Pour moi la référence. Bon, il faut savoir que je crois que c'est en 74, je ne me souviens plus exactement quelle année, il avait été choisi comme patron des écologistes. Hmm. C'est quand même assez intéressant, je trouve. Donc voilà, il y a eu vraiment cette filiation-là à travers cette tradition, puis Marichi. Et pendant cette période où j'ai travaillé dans l'immobilier, j'ai continué à enseigner la méditation, différentes sortes de méditation. Et j'ai reçu une initiation, en fait, par un maître indien qui s'appelle Aryarananda, qui est un co-disciple, en fait, de Sri Yukteswar. Il était disciple de Sri Yukteswar avec Yogananda. Alors, pour ceux qui aiment cette tradition, moi, je recommande particulièrement Autobiographie d'un yogi, qui est un livre, un roman extraordinaire qui raconte la vie donc, de Yogananda, qui est vraiment super. Il y a un film il y a quelques années aussi qui a été fait là sur ce thème. J'ai oublié le nom, peut-être c'est Yogananda d'ailleurs, le titre, qui est un très beau film. Là, c'est une tradition un peu différente donc, de celle de Maharishi, hein. C'est aussi des yogis de la montagne, des descentes c'est la région de Puri, de Bhubaneswar, c'est l'est de l'Inde. Grande tradition spirituelle. Bon, j'ai eu l'occasion évidemment de faire plusieurs voyages dans cette Inde mythique. Et Ariyananda était vraiment, moi je l'ai connu, il avait presque 90 ans, je crois, dans ces eaux-là, 88 peut-être, mais encore une énergie, d'une vitalité absolument incroyable. La particularité de ces enseignants, c'est pas très intellectuel, mais par contre c'est énergétique, c'est-à-dire que il te colle la Shakti, quoi, il te balance une dose d'énergie qui fait que tu as vraiment la conscience qui s'ouvre, quoi. Donc, moi, j'ai suivi son enseignement pendant un moment.
Puis je me suis rapproché, après il est parti aux États-Unis, mais il était quand même âgé, donc il est plutôt resté ensuite à New York. Et moi, je me suis beaucoup rapproché, puisque je l'ai hébergé chez moi pendant pas mal de temps, l'un de ses disciples, alors, qui s'appelle Shankarananda. Euh, le problème de cet homme, c'est que au jour d'aujourd'hui, il est plus considéré comme un disciple d'Arya-Ananda. Bon, pour des raisons que je ne connais pas trop, puis qui ne m'intéressent pas en soi. Mais c'est vraiment quelqu'un de chouette. Il a créé il a deux ashrams, un à Rishikesh et un Bhubaneswar, avec une capacité d'accueil. Bon, c'est quelqu'un qui finance des écoles. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la droite ligne de l'enseignement, un peu comme Ama, etc. Bon, un niveau moins planétaire, mais qui est vraiment très, très engagé. Et c'était chouette parce que quand il venait chez moi, par exemple, bah, on se marrait bien. Il me disait, bon, c'est chouette, tu me fais visiter Paris, tu m'amènes dans les supermarchés, je trouve des trucs incroyables. Bon, ça c'est bien, mais c'est OK pour toi que je t'amène à découvrir le monde de la conscience. Il avait des blagues du genre, on était en Paris, il me dit, ah, Paris c'est beau, hein, mais c'est la ville des chiens, Dog City. Bon, ok, je ne connais pas forcément la blague, et il me dit parce que en Inde c'est l'inverse, c'est la ville de Dieu, c'est God City. Hmm. Voilà. Et il y avait toujours ce genre d'humour comme ça, très rigolo. Ça, c'était chouette. Je me suis vraiment régalé. Et puis voilà, il s'est passé quelques années. Et comme tout fonctionne par cycle, pour certainement nous amener à de nouvelles découvertes, à de nouvelles ouvertures, hein, pas rester tanké sur un modèle de fonctionnement ou de compréhension. Et ben voilà, j'ai rencontré d'autres maîtres, j'ai divorcé. Et à ce moment-là, Ça, euh, quand tu divorces, c'est juste après avoir repris les études d'ostéo, me non, je suis semble-t-il. déjà, je suis déjà ostéo. Là, j'ai Non. terminé. Je vais rendre hommage à mon ex-épouse à cet endroit-là, si par bonheur elle pouvait écouter cette émission, pour profiter de la remercier. C'est grâce à elle que j'ai pu prendre des études d'ostéo, où elle m'a incité à le faire en me disant que voilà, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Et non, non, j'étais déjà ostéopathe depuis, je crois que j'ai divorcé, je me souviens plus précisément, mais en 94 peut-être, ces eaux-là, enfin, 92, je me souviens plus. Et j'avais eu mon diplôme, moi, déjà en 91. Hmm. Donc, Et, et donc, voilà. alors, donc là, tu te rends compte que finalement, bah, professionnellement, t'es pas tout à fait sur tes rails. Tu refais école d'ostéo. C'est pas exactement ça. Professionnellement, je suis totalement sur mes rails, mais ce sont des rails. Et je me projette un peu dans le futur et je me dis, mais voilà, est-ce que j'ai envie d'aller jusqu'à la retraite dans ce métier? Et je me dis non. Parallèlement, je suis en contact, comme tu l'as évoqué, avec des guérisseurs, avec des enseignants divers et variés. Et ce qui me porte et ce dont j'ai envie, c'est de transmettre. Alors après, sous quelle Hmm. forme, je ne sais pas à cette époque-là. Et un de mes amis, donc, qui est aussi un ancien disciple de Maharishi, à qui je rends quelques services à cette époque-là, sur le plan immobilier, me parle et je m'ouvre à lui en lui disant, bon, voilà, moi je suis bien là-dedans, mais l'immobilier c'est bien, mais j'aurais vraiment envie voilà, d'un truc un peu moins étriqué. Et, et il me dit, mais pourquoi tu fais pas ostéo? Ah, je lui dis, mais comment veux-tu que je fasse ostéo? J'ai fait, avec le parcours que j'ai, c'est pas possible. Mais il m'a dit, qui te dit que c'est pas possible? Et donc, en fait, ce gars-là a appelé un directeur d'école d'ostéo, il lui a parlé de moi, et puis là, voilà, ça s'est fait. Et j'étais à la maison tout de suite, c'était tellement évident. Il n'y avait que moi qui ne le savais pas. Hmm.
Donc, non, ça a très très bien marché. J'ai eu un soutien très important. Dès le moment où j'ai eu mon diplôme, mon idée à cette époque, c'est de dire, voilà, je vais, c'est terrible ce que je vais te dire, mais je vais gagner assez d'argent pour pouvoir, à 50 ans, arrêter de travailler et je vais m'adonner à à ma passion, l'ostéopathie, la guérison, etc. Encore une fois, c'est mettre de côté, enfin, c'est avoir ses projets, hein, c'est des espèces de projections perso et pas prendre conscience que la trame est beaucoup plus large que ça. Et que la vie, en fait, te dit, OK, tiens, tu veux ça pour avancer, bah, je te le donne. Tu veux ça aussi pour avancer, je te le donne. Mais en fait, tu crois que tu vas par là, mais en fait, tu... Et c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, après, moi, quand j'ai eu mon diplôme, ça s'est passé tellement facilement. J'avais l'intention à cette époque de racheter une entreprise avec un collègue. Et un ami belge me dit, écoute, tu fais rien là la semaine prochaine parce que moi, je vais faire un stage de chamanisme, découverte des huiles essentielles, des plantes comestibles de la nature dans la Drôme. Ça devait être à côté de chez toi d'ailleurs, je pense. Oui. Et, et voilà, bon, je me dis, bon, oui, j'ai rien de spécial à faire, mais bon, faut quand même que je m'occupe de mon truc parce que j'ai une entreprise à racheter, etc. Donc, je pars une petite semaine dans la Drôme faire ce stage extraordinaire. Je découvre des gens super et je partage ma chambre avec un Argentin euh, psychomote, type adorable, et qui me questionne. Il est thérapeute, alors il me questionne. Il me dit, alors, bah, qu'est-ce que tu fais? Alors, je lui explique ma vie un peu. Bon, pas très exaltant. Et il me dit, ah bon, mais si t'as ton diplôme d'ostéo, mais pourquoi tu travailles pas comme ostéo? Ah, je dis, non, c'est pas mon projet, là, je vais faire autre chose d'abord, on verra plus tard. Et il me dit, mais c'est quoi tes freins, c'est quoi tes difficultés? Bah, je lui dis, tu sais, tu comprends, voilà, là je vais racheter une entreprise, que je mette quand même beaucoup d'argent là-dedans, donc il faut que je travaille, machin. Oui. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu commences? Bah, j'ai pas de cabinet. J'ai mon diplôme, mais j'ai pas de cabinet et j'ai pas de patient. Alors il me dit, sur les trois conditions que tu viens d'évoquer, il y en a déjà une qui disparaît. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, moi j'ai un cabinet à Paris, je travaille à la Croix-Rouge, donc il est libre 2 ou 3 jours par semaine, donc voilà, je te le passe et tu me paieras un loyer quand tu auras du monde. Bon, ok. Je rentre à la fin du week-end, j'interroge, je me souviens à cette époque, il y avait encore on interrogeait à distance son téléphone, son répondeur. Et là, ma boîte vocale est pleine de messages. Bon, j'écoute les messages et dans le lot, je fais vite, hein. J'ai deux personnes, non trois, un pharmacien, un dentiste, un médecin du village où j'habitais, qui me disent, ah bah tiens, on a mangé ensemble, on ne savait pas que voilà, ils se connaissaient ensemble et ils me connaissaient. Et ben on va t'aider. Est-ce que tu peux apporter à la pharmacie des documents qui expliquent ce que tu fais? Le dentiste me dit, tu me laisses aussi des flyers. Et le médecin dit, bah, c'est simple, voilà, si tu soignes ma femme qui a une sciatique invalidante, je t'envoie mes patients. Si bien que dans la semaine, je me suis retrouvé avec 10 patients alors que j'en avais zéro. Deuxième chose, et le dernier message sur le répondeur, c'était le gars avec lequel je devais m'associer, qui appelle et qui dit, bon, voilà, vous comprenez, j'ai eu le temps de réfléchir pendant cette semaine, 2 capitaines sur un bateau, c'est beaucoup, est-ce qu'on pourrait revoir les termes de notre engagement? Mhm. Et donc, voilà. Et donc, dès la semaine qui a suivi, je me suis dit, OK, je lâche, je vais là. La vie, elle me veut à cet endroit-là, OK. Mhm. Donc, c'était un super enseignement, hein, voilà. Et parallèlement, donc là, il y a eu une sorte de réorientation que j'ai évoqué tout à l'heure. J'ai eu moins affaire, je dirais, à des enseignants, à des maîtres spirituels incarnés, hein, des personnes.
mais j'ai été beaucoup plus en lien avec la nature. C'est-à-dire que là, c'est ouvert pour moi une redécouverte de la beauté, de la puissance, de l'émerveillement que procure la nature. Et je suis revenu peut-être dans la transformation du trauma de cette noyade où j'ai découvert l'apnée et notamment l'apnée delphinienne, donc qui est une apnée un peu différente de l'apnée simplement je descends. On se sert du comportement des dauphins pour modéliser, si j'ose dire, une apnée libre, inclusive, avec plus de présence dans la nature. Alors ça, c'est extraordinaire. Donc chaque année, je fais un périple dans ce style. Et parallèlement, j'ai investi les traditions des peuples premiers. C'est-à-dire, bon, je l'évoquais tout à l'heure, hein, que le chamanisme, pour moi, c'est quelque chose de très culturel. Donc, il ne s'agit pas de se déguiser en chaman et de se mettre des plumes et des perles autour du cou. Euh, mais avec respect et ouverture, aller à la rencontre de ses connaissances, c'est très, très intéressant, très, très révélateur. Donc, voilà pour Donc, tu fais, pendant que ta période après où tu es ostéo, si j'ai bien compris, tu pars en Amazonie, en Sibérie, en Mongolie, au Pérou, rencontrer des hommes médecine. Tu fais quoi? Tu suis leur enseignement, tu fais des cérémonies avec eux, Alors, comment moi, ça se passe? quand j'avais 17 ans, dans mes découvertes et mes lectures de l'époque, j'ai découvert Carlos Castaneda, Eh oui, comme tout le monde. un peu incontournable comme garçon. Et j'ai tout lu, j'ai tout dévoré, j'ai utilisé aussi beaucoup de choses qui se trouvent dans ces livres, dans ces enseignements, dans mes pratiques et dans ce que je peux transmettre. Et puis un jour, je me suis dit, bon, tout ça c'est bien, mais moi j'ai vraiment envie, je suis très corporel, quoi, je suis très kinesthésique, j'ai besoin de prendre la réalité de manière corporelle. Donc je me suis dit, j'ai du temps, j'ai un peu d'argent, je vais prendre mon petit sac à dos et je vais aller sur les traces de Castaneda. Donc je suis allé au Mexique et voilà, j'ai fait mon périple. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler, je suis resté pas mal de temps chez une chamane en Sierra Mazatec. Sierra Mazatec, c'est une petite montagne, une espèce de chaudron de sorcière là, qui se trouve à une dizaine d'heures au nord-est de Mexico. Une sorte de cordillère, on traverse le désert, c'est sublime comme endroit. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est une place à cette époque qui était totalement préservée, parce que les Mazatèques sont très peu, sont un peu consanguins. Ils sont pas mélangés avec d'autres populations. Donc en fait, ils sont sur le point de vue purement physique, c'est assez intéressant parce qu'ils sont petits, très fins, des traits proches un peu mongols, on va dire, comme style. Euh, à cette époque, seuls les enfants, les jeunes qui allaient à l'école parlaient espagnol. Tous les anciens, en tout cas, parlaient espagnol. Maria Sabina, donc, que peut-être certains d'entre vous connaissent, était analphabète. Elle parlait juste mazatèque. Et c'était une grande guérisseuse mexicaine qui travaillait notamment avec les champignons, avec les psilocybes mexicains. Et ça, c'était vraiment un très, très bel enseignement. Donc, moi, j'ai été accueilli par je ne peux pas dire une disciple, parce qu'il n'y a pas de relation de maître à disciple chez eux, mais il y a une espèce de transmission. Chez les Mazatèques, l'enseignement, normalement, se fait par les femmes. C'est vraiment donc, ça aussi, c'était une belle rencontre parce que jusqu'ici, moi, j'avais vu que des gourous hommes. Et Hmm. le fait de rencontrer des femmes enseignantes proches de la nature, c'était vraiment très, très chouette. Donc, effectivement, pour répondre directement à ta question de tout à l'heure,
j'ai travaillé avec les plantes enseignantes, les plantes maîtresses à l'époque, beaucoup les champignons, et puis tout un tas d'autres plantes comme l'ayahuasca, notamment. J'ai fait beaucoup de cérémonies d'ayahuasca en Amazonie. Et pendant quelques temps, j'ai donné aussi j'ai animé moi aussi des cérémonies. Ce que je fais plus aujourd'hui, essentiellement parce que je pense deux choses. La première, c'est que ces enseignements-là sont très intéressants dans le pays et guidés par des gens qui traditionnellement sont formés pour ça. Ça m'apparaît vraiment comme une chose très nécessaire. Euh, et puis l'autre chose, c'est que comme c'est illégal en France, je ne souhaite pas du tout prendre de risques, m'exposer à des Hmm. représentations diverses et variées. Bon, c'est juste une question de cohérence, de respecter, autant que faire se peut, respecter les règles, quoi. Hmm. Ça fait partie de Oui, ma anthropologie. d'aller expérimenter, comme tu disais, là où c'est vraiment en lien culturellement avec le pays, et sinon après de revenir ici, pour moi, c'est plus de la consommation que de Ça devient l'expérience réelle, parce que tout à fait ça. Ça ça, devient. la plante, elle est liée aussi à un contexte, à un pays, à une terre, à une culture, et D'autant que nous, dans notre tradition, c'est ça qui est quand même très intéressant. Moi, je l'ai vu avec l'enseignement de Maharishi, qui a beaucoup travaillé justement sur l'Ayurveda et trans, comment dire, transformer les connaissances en fait de l'Ayurveda traditionnel dans notre culture avec nos plantes à nous. Hmm. Ça, c'est intéressant. Et donc, par exemple, il y a un excellent bouquin qui s'appelle Les plantes des dieux de Schultes et Hoffman, celui qui a créé le LSD, là, qui a inventé le LSD. Ils ont répertorié en fait toutes les plantes partout dans le monde. Magnifique livre. Euh, et et il donne des correspondances. L'ayahuasca, par exemple, on a des plantes dans notre culture qui sont pareilles, qui sont proches de ça. Bon, les champignons, c'est pareil, il y en a chez nous. Si on veut vraiment travailler ça, on peut le faire dans notre culture. Et encore une fois, en faisant attention au côté hors sol, parce que le fait qu'il n'y ait plus de verticalité, en fait, on a plus de tradition. Enfin, là, on pourrait en discuter longtemps, mais moi, je pense que la sécurité d'une tradition est indispensable pour nous qui sommes des êtres très mentaux. Une culture, on est là, quoi. Le reste, c'est compliqué, quoi. Donc, du point de vue de la logique intellectuelle, la compréhension, de la fascination, le truc, je mets des idées ensemble, c'est génial. Et dans la dimension de l'incorporer, de faire descendre dans le cœur, de faire descendre dans le bassin, dans les jambes, et de le vivre pour pouvoir le restituer avec son intégralité et sa puissance, là, il y a du boulot. Hmm. Pour moi, c'est la quête, hein, c'est la grande difficulté de notre position d'occidentaux, où on est un peu coupé en morceaux, quoi. Notre, notre c'est, mythe, notre mythe d'Osiris est en cours de réalisation. oui, je pense qu'on arrive, moi j'ai l'impression qu'on arrive dans une période, nous, en Europe, là, où on est en train de, peut-être de reconstruire des traditions. Enfin, peut-être parce que de s'être nourri de plein de choses qui se font avec plein d'autres médecines, plein de traditions, c'est comme si maintenant l'époque qui va arriver, c'est de recréer des traditions. Tu vois, c'est de, Ça, comme c'est là, il y a ça. beaucoup de gens qui font des huttes, Lakota ou des Témascales, mais peut-être qu'à un moment donné, il va se recréer une tradition locale. Peut-être qu'on va retrouver des mémoires de ce qu'on a perdu avec le côté nordique, celtique, druidique, et que dans une ou deux générations, il y aura une tradition peut-être récente, mais qui sera incarnée de choses culturelles d'ici, quoi. Et c'est là où ça va, à mon avis, reprendre, se réancrer, quoi. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Enfin, moi, personnellement, je me sens m'inscrire, découvrir que je m'inscris dans cette pérennité-là, de participer peut-être à restaurer des choses anciennes, des choses. Moi, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup intéressé aux premiers chrétiens, par exemple, et historiquement, on se rend compte qu'il a fallu 2 siècles, voire 3 siècles,
pour que la substantifique moelle de cet enseignement, voilà, apparaisse, qu'elle soit exploitée, etc., est perdue à nouveau. Et Hmm. peut-être que nous, aujourd'hui, comme il y a vraiment beaucoup de personnes qui s'intéressent à ces questions, passer la grande phase de confusion et de consumérisme que tu évoquais tout à l'heure, je pense que tout ça, ça va se poser et que Hmm. une forme d'authenticité, d'humilité, de profondeur va pouvoir prendre place. Euh, euh, Sinon, c'est une catastrophe. Sinon, c'est une catastrophe. Euh, donc on est sur ton chemin, on arrive bientôt à la fin du chemin, mais là tu es sur ton chemin donc de thérapeute, tu continues à faire des voyages, à aller rencontrer des hommes médecine, des hommes et des femmes médecine, et en 2013 tu écris ton livre qui s'appelle Oui, L'homme tout. c'est ça. Alors, euh, c'est un livre que j'ai coécrit avec Sylvie Carlet, qui est une grande amie. Euh, Elle a été disciple de Caroline Pochet. Elle a vécu des choses assez étonnantes à Tahiti, notamment. Elle a travaillé avec un gourou un peu sulfureux du côté de Tahiti. Et moi, j'ai rencontré cette femme dans un contexte, euh, dans le contexte de la pratique du yoga tantrique. J'ai découvert l'enseignement du tantra en 1985, notamment par Van Liesbeth, qui était un des premiers occidentaux, André Van Liesbeth, qui est belge, qui est vraiment très intéressant. Il a écrit un bouquin à cette époque qui s'appelle Tantra ou le culte de la féminité. Alors moi, ça m'avait intéressé. Et à cette époque-là, c'est vraiment venu, c'était une pierre qui venait consolider tout ce que j'avais mis en place et expérimenté. Et donc j'ai rencontré cette Sylvie Carlet qui m'avait vraiment, comment dirais-je, euh, c'était vraiment j'allais dire une puissante guerrière, costaud, costaud dans l'esprit, très belle femme. Et voilà, on a une grande amitié qui est née. On a commencé à animer ensemble et pendant 7 ou 8 ans, on a animé des stages. Alors, moi, j'aime pas l'expression développement personnel, épanouissement personnel, tout ça. Je trouve ça fade et peu intéressant. Enfin, disons qu'on a mis en forme à l'époque une formation pour développer son écologie intérieure. Ce qui était une toute première, parce que personne n'avait pensé à ça avant, à part les gens qui faisaient de l'écologie profonde dans les années 70 et les bouddhistes qui étaient très sensibles à cette notion, mais c'était très confidentiel. Donc à cette époque, on s'était même autorisé à déposer le nom d'écologie intérieure à l'INPI. Mais pas dans l'idée de se l'accaparer, mais qu'on ne nous empêche pas, à nous, de l'utiliser. Donc après, il y a eu plein de choses qui ont été faites là-dessus, et c'est très bien. Et dans ce livre, on a essayé à la fois de donner les clés principales donc, du processus d'éveil, comment ça se mettait en place, expliquer les outils, expliquer aussi comment ce que nous on faisait, parce que c'était aussi un moyen de clarifier notre pensée et de dire quel type d'enseignement on proposait. Grosso modo, c'est un enseignement qui se fonde sur 4 piliers. Donc, un, évidemment, le premier, c'est l'épanouissement du corps, c'est la bonne santé, c'est euh, vivre tout ça dans l'incarnation. Hein, c'est pas encore une fois quelque chose qui est perché, c'est vraiment, hop, on fait descendre dans le corps. La deuxième chose, c'est toutes les techniques et tous les moyens qui permettent de développer notre énergie de manière stable et continue. Il n'y a pas d'action sans feu.
les actions sont nourries par le feu. Donc le feu, Mm. c'est un outil de transformation très important et il faut du coup lui donner du combustible. Et une des meilleures approches que j'ai trouvées, moi, et qu'on partageait ensemble, Sylvie et moi, c'était justement les pratiques tantriques, qui étaient un bon moyen d'alimenter le feu, de l'entretenir, de nourrir notre système d'énergie. Et puis les deux autres piliers sur lesquels on s'appuyait, c'était la créativité, un corps sain, une belle qualité d'énergie. Ça doit se vérifier par une création, par une capacité à pas seulement se transformer, aussi à transformer le monde ou à participer à la transformation du monde, que ce soit par une œuvre d'art, de la musique, une danse, un chant, juste une présence silencieuse. Enfin, voilà, quelque chose qui nous caractérise. Et pour nous, la créativité était un outil très important. Et le révélateur, je dirais, suprême, c'est comment je suis dans la nature. Ça me fait quoi quand je suis. Mm. Donc l'immersion dans la nature était aussi un volet, un pilier très important de cette pratique. Alors, je continue. On travaille plus ensemble parce que voilà, moi j'ai changé de lieu de vie, Sylvie aussi. Et puis comme tout, bah voilà, il y a des cycles. Mais j'ai beaucoup d'affection pour la personne et le travail qu'on a fait ensemble était très précieux. Mm. Et aujourd'hui, bah, je vis toujours hein, depuis un peu plus de 20 ans maintenant dans le sud de la France, donc près d'Aix-en-Provence. Donc je continue mon travail d'ostéopathe parce que c'est aussi ma contribution. Je crois que, bon là je fais appel à mes croyances personnelles en disant ça, mais je crois que chacun a quelque chose à apporter de spécifique dans ce monde. Nous sommes des êtres uniques, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On n'est pas tous pareils, on est uniques et on a un petit trésor, on a une perle, on a quelque chose à découvrir et à offrir. Donc moi, je sais que pour moi, ça passe par ce travail de l'ostéopathie. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, bon, c'est une ostéopathie évidemment un peu plus large que simplement s'occuper des vieux os des uns et des os des autres. Donc j'y rajoute la dimension énergétique, j'y rajoute la dimension spirituelle, mais tout ça de manière très simple. C'est-à-dire que je dis pas aux gens, bah, aujourd'hui, on va faire de l'ostéopathie spirituelle. Mm. Je Oui, crois tu fais ce que tu... que c'est là. En fait, c'est la continuité de la progression de ton... dire de tes soins, enfin de tes séances, mais de Moi, travailler sur des organes, sur le corps mental, sur le corps émotionnel, sur le corps karmique, sur le corps d'autres choses. En fait, c'est la suite, quoi. Il n'y a pas de... je me plais souvent à dire et à penser que mon travail à moi, c'est prendre soin de l'être. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est l'essence de la personne. Et pour se rapprocher de cette essence-là, eh ben, il y a des couches qu'il faut fluidifier, qu'il faut harmoniser, faire discuter entre elles, etc. Et quand il n'y a pas de résistance, ça se fait tout seul. Donc Mm. le truc, c'est pas, il n'y a pas de guerre à mener. On n'est pas là avec le sabre en disant tiens, ça il faut couper, ça faut changer, etc. Non, on amène de la détente, on amène de la relaxation, on amène juste de la présence, de la conscience. Et puis la vie, elle n'a pas besoin de nous, elle fleurit toute seule. Hein. Ouais, donc nous, on est Mm. responsable du terreau, je pense, C'est du ça. péché, tu sais. Oui, De- comme un jardinier qui va préparer la terre pour que les plantes elles poussent, et c'est pas lui qui les tire et qui les fait pousser, quoi. C'est juste il prend soin la germination du ne nous appartient terreau. pas. Exactement. Mais ça, c'est chouette, hein, c'est vraiment un beau. Pour moi, c'est une belle position de rechercher ça et d'arriver à cet endroit-là. Bon, alors évidemment, ça, il y a bien des moments où c'est pas, où on n'y arrive pas, où c'est compliqué, où les trucs perso prennent le dessus, où le système grince, etc. Mais c'est l'occasion justement de mettre en pratique tout ce qui a été expérimenté préalablement Mm. euh, et de se dire, OK, moi aussi, je suis un humain avec mes casseroles.
et, et mes zones d'ombre et mes difficultés. Mais comme disait Jodorowsky, il y a bien longtemps que j'adore cette phrase, c'est une petite phrase qui me revient là à l'instant, qui vient d'un bouquin que Jodorowsky a écrit qui s'appelle Le théâtre de la guérison, que je recommande aussi, un petit livre de poche qui est vraiment génial. Et il dit, il y a bien longtemps que je sais que je ne peux pas changer le monde, mais c'est pas une raison pour pas commencer tout de suite. Merci Gérard pour Écoute, tout ce merci. parcours. Mais avant de finir, il faut quand même que tu nous dises pourquoi il y a des rennes et il y a la Laponie derrière toi quand même. Alors, il y a 1 an et demi, j'ai découvert des romans policiers d'un Français qui s'appelle Olivier Truc, qui a écrit sur les chamans Sami. Roman policier qui se passe en Laponie, qui met en scène en fait un certain nombre de personnages de la Brigade des Rennes. Hmm. Son premier, il écrit trois romans. Le premier qui s'appelle Le Dernier Lapon raconte l'histoire d'un chaman Sami. Et il y a une ambiance dans ce bouquin qui est géniale. Moi, ça m'a parlé, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, mais c'est fantastique, c'est génial. Je connaissais les Inuits, j'avais lu évidemment les ouvrages de Malory, etc. Euh, mais je ne connaissais pas, en fait, les Inuits de Suède, les, les Samis, les Lapons. Enfin, je les connaissais comme ça, mais je n'ai pas étudié. Et franchement, ce livre, j'ai passé un super moment. Et je me suis dit, comme quand on est enfant, un jour j'irai. Hmm. Un jour j'irai. Il se passe environ 3 semaines, un mois, et j'ai une très bonne amie qui m'appelle et qui me dit, ah, tu sais, Gérard, j'organise un voyage là, en Laponie, chez les Samis, est-ce que ça t'intéresse pas? J'ai dit, pardon, de quoi est-ce que tu me parles? Et c'était comme une évidence pour moi qu'il fallait que j'aille jeter un coup d'œil sur cette culture. Donc l'année dernière, au mois de février, j'ai fait un premier voyage en Laponie, un peu en exploration, voir si c'était aussi intéressant que ça m'y paraissait. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré comment dirais-je, le silence virginal de la nature. J'ai adoré les forêts boréales, des forêts qui n'ont pas été exploitées depuis 400-500 ans, où tu as une nature incroyable. C'est une qualité différente, hein. C'est différent de l'Afrique, c'est différent de l'Amazonie, c'est différent de la Mongolie, c'est différent de l'Inde, enfin, de toutes ces cultures-là. Là, on a une nature qui est très peu hospitalière. Tout est blanc, donc il y a peu de visibilité. Il fait froid, froid sec, c'est exceptionnel. Et je dirais qu'a priori, les conditions sont plutôt pas réunies pour que l'être humain s'y épanouisse. Hmm. Et moi, j'ai vu comment l'être humain est capable de s'adapter, d'avoir cette humilité, d'entrer dans la nature, d'y trouver sa place. Et ces Samis sont vraiment des gens exceptionnels de ce point de vue. J'ai rencontré une chamane là-bas, euh, et ça aussi c'est un truc intéressant, qui est vraiment dans cette mouvance qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire qui redécouvre en fait les enseignements samis. Pourquoi? Bah parce qu'en fait les Suédois se sont contentés d'éradiquer complètement toute trace de cette culture, avec la religion bien sûr, mais aussi avec les impôts, avec une organisation de la société. Ils ont diviser cette société en plusieurs castes pour pouvoir contrôler le système. Enfin, c'est assez étonnant. Et là, il y a une émergence, et c'est ça, moi, que je suis allé voir, une sorte de renouveau de cet enseignement. D'ailleurs, Léna Gréus, donc, qui est cette chamane, a été interviewée il n'y a pas longtemps. Il va y avoir une émission, un documentaire sur INRES, sur elle, sur la TV INRES. Il y a Mhm. vraiment quelqu'un de chouette. Et donc cette année, moi j'ai vraiment eu envie d'y retourner avec un petit groupe. Donc ça sera la dernière semaine de janvier 2000.
2023. Une dizaine de personnes, pas plus. Hmm. En fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment euh, d'entrer dans la nature, d'entrer dans cet espace-là, en étant à la fois silencieux, respectueux, centré, ouvert, ce qui n'est pas facile quand on a un groupe plus grand, et de vraiment mettre l'accent sur l'écoute au niveau de cet enseignement, qu'il y ait des oreilles, qu'il y ait des cœurs, qu'il y ait voilà, qui disent, OK, donnez-nous ce que vous avez compris de votre tradition. Nous, on va le digérer et puis on va aller s'aimer ça ailleurs, quoi. Donc, voilà, une petite semaine en Laponie, fin janvier. C'est Hmm. la présence du renne. Enfin, c'est juste, disons-le, c'est juste parce que je ne l'ai pas retiré. J'ai eu il y a un petit moment un Zoom avec les éventuels participants à ce voyage et je n'ai pas enlevé le fond d'écran. Merci, merci de me l'avoir laissé. Merci Gérard d'avoir joué le jeu de derrière le voile parce que c'est pas si simple que ça de pouvoir revenir sur, de mettre des mots, de revenir sur son histoire. Là, on arrive à la fin, ça fait déjà une bonne heure, presque une heure et demie, je crois bien. Bah, Est-ce merci. que est-ce que tu as envie de rajouter un petit quelque chose avant qu'on se quitte? Peut-être deux choses. La première, c'est vraiment un grand merci à toi d'avoir ouvert d'avoir levé le voile. C'est un cadeau que tu me fais de me permettre de revisiter tout ça. Ça me ramène, moi, euh, à beaucoup de joie, beaucoup euh, de reconnaissance aussi des personnes que j'ai croisées, qui m'ont dégrossi, qui m'ont aidé à y voir un peu plus clair. Donc ça, c'est chouette. Je te remercie pour ça. Et pour peut-être un dernier mot, euh, pour moi, ce qui compte vraiment, et au-delà de l'histoire, au-delà de tout ce qu'on a évoqué, qui fait vibrer, qui peut aussi aller en résonance, en écho avec ce que tes auditeurs ont vécu ou vont vivre, c'est de ne pas perdre de vue, pour moi, deux choses importantes. La première, c'est l'engagement. Euh, Tout ça, c'est de la pratique, c'est de l'engagement, c'est pas juste de la philosophie. Il faut remonter ses manches, il faut ouvrir son cœur, il faut faire bouger ses jambes et avancer. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'engagement, la responsabilité, c'est le point peut-être le plus important. L'autre chose qui va avec, qui est aussi fondamentale, c'est le fait que rien ne se fait sans les autres. Rien ne se fait sans nous, mais rien ne se fait sans les autres. On est tous ensemble. On peut avoir des points de vue différents, on peut avoir des approches plus ou moins aléatoires, mais tout ce qui est entrepris a du sens, chacun de nous. Et même si parfois c'est difficile de prendre le recul pour voir comment la trame se construit, et comment la vie, elle nous parle, comment elle nous appelle, il faut savoir que ça se passe. Donc, moi, je mets l'accent sur la dimension du collectif. Et s'il y a des gens qui ont des choses à dire, il faut qu'il y ait des gens pour leur donner la parole. Hmm. Et c'est ensemble que ça a du sens. Voilà. Puis Hmm. aussi, juste un dernier petit clin d'œil, mais ça, évidemment, j'imagine que je ne suis pas le premier à le faire. Moi, j'adore ton nom de famille. Oui, c'est mon vrai nom. Et c'est ton vrai nom en plus. D'ailleurs, d'ailleurs le 13, le week-end du 13 janvier, j'anime un stage sur l'énergie du magicien, tu vois. Ah bah tu vois, excellent. Ouais, Excellent. ouais, oui. Ouais, j'assume l'hérédité du nom, il n'y a pas de souci. Ludovic, ça n'a pas à voir avec un nom d'arbre? C'est pas un Alors, frère, le Ludovic, frère ça ou le... dépend.
d'où tu viens, normalement, c'est plutôt une racine germanique, c'est Lug et Vig, c'est guerrier valeureux ou guerrier de lumière. Ah, d'accord. Bon. Vig, c'est la guerre, Lug, c'est la valeur et la lumière, et Bon. voilà. Bah, écoute, je vais en rajouter une couche. Gérard, c'est évidemment aussi d'origine germanique. Gerhardt, lance acérée, pointe Ah, acérée. Et Longuet, ça vient du romain Longinus, porteur de lance. ah bah c'est raccord, hein. Mes parents n'ont pas manqué d'imagination, tu vois, sans le C'est la savoir. famille la famille des guerriers de lumière, c'est pour C'est ça. ça. Euh, Bon, bon, ça fait du bien. merci. Ouais, merci Gérard. Merci à Ben, toi, merci à tous et à toutes pour ceux qui sont restés jusqu'au bout et qui auront, ouais, j'imagine, l'occasion d'écouter à nouveau cette petite émission sur YouTube. Donc, tu vas partager un ouais, lien. Moi, je vais j'ai hâte de le poster tout ça réécouter parce sur. que je ne me rends pas compte du tout de ce que ça donne, évidemment. Hmm. Merci Bon, Gérard, merci à toutes les personnes qui ont regardé, enfin, qui vont écouter et puis qui suivent ma chaîne avec tous les interviews que je fais. N'hésitez pas, si vous aimez tout ça, likez, commentez, partagez. Voilà, et puis je vous dis à la prochaine alors. Et ben belle fin d'année parce que ça va être posté tout de suite. Donc et ben belle fête. À merci. bientôt. Au Au revoir revoir. à tout le monde. Au revoir Gérard. Au revoir.